Donc, bonjour à toutes et à tous. On est particulièrement ravis de vous accueillir à l'occasion de ce festival Building Beyond. Dans cet événement organisé par le Lab Recherche Environnement, comme chaque année, c'est un réel plaisir de participer au festival. Donc je tiens d'ores et déjà à remercier les équipes de Léonard que vous voyez préparer la scénographie en direct. Donc pour l'organisation de cet événement et bien sûr pour nous associer à sa programmation. La thématique de l'adaptation, elle fait particulièrement écho aux travaux du Lab Recherche Environnement, parce qu'on travaille sur la réduction des impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures. Et donc, quand on travaille sur ces questions-là, on va vite se poser la question de la résilience des solutions mises en œuvre sur la durée de vie des ouvrages. Par exemple, quand un bâtiment est conçu pour durer 80 ans, il va vite falloir se poser la question de son adaptation aux évolutions climatiques à venir. On disait tout à l'heure que souvent dans les projets, on considérait les 30 dernières années, alors qu'il faut aussi savoir anticiper les 30 prochaines. Donc c'est un enjeu technique dans la conception, dans la construction, dans l'exploitation des bâtiments et des infrastructures, mais c'est aussi un enjeu de santé publique, ça a été largement rappelé par Isabelle et par Diane Simiou juste avant. C'est bien sûr un enjeu financier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, qui a sorti son rapport annuel là, sur l'année 2023, et c'est assez impressionnant, c'était il y a quelques jours. En Europe, en 2023, par exemple, les inondations ont touché plus de 1,6 million de personnes, 13 milliards d'euros de pertes financières qui sont liées à des phénomènes climatiques extrêmes, et donc 80% qui sont liés à des inondations. L'année 2023, elle a aussi connu un nombre record de jours de stress thermique extrême, c'est-à-dire un niveau de chaleur et d'humidité tel que le corps humain ne parvient pas à maintenir une température normale. Et donc il y a des décès qui sont liés à la chaleur qui ont augmenté dans 94% des régions européennes étudiées par ce programme Copernicus. D'où l'importance de traiter la question de la santé dans une démarche d'éco-conception. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel d'intervenants exceptionnels et en plus complémentaires. En effet, face à ces défis, il faut savoir agir dans l'incertitude climatique. C'est vrai pour la conception des ouvrages. Et nous avons la chance d'avoir une présentation sur ce sujet à la fois de Bruno Peuportier et de Charlotte Roux, donc qui sont respectivement professeurs émérites et nouvelle coordinatrice du Lab à l'École des Mines de Paris. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Diego Harari, qui est directeur général adjoint en charge de la stratégie et de la transformation durable de Vinci Immobilier, et Patrick Conan, responsable des partenariats et de l'assurance verte chez AXA. L'objectif avec eux, c'est de comprendre comment ils intègrent ces incertitudes face au réchauffement climatique dans l'évolution de leur métier. C'est aussi un des sujets qu'on voulait aborder dans cette conférence. Et puis enfin, Karim Selouane de Résilience, qui viendra nous présenter comment prendre en compte des périls multiples grâce à des retours d'expérience de l'entreprise Résilience. Donc l'intérêt du festival, c'est aussi de brasser les communautés des résidents de Léonard. Donc je voulais juste rappeler, au cas où vous ne connaissez pas nos travaux, que le Lab Recherche Environnement, c'est un partenariat de recherche de long terme. Ça fait plus de 15 ans maintenant, entre Vinci et 3 grandes écoles d'ingénieurs, l'école des mines, l'école des ponts et AgroParisTech. Et l'école des mines travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments. On va le voir aussi de confort thermique des bâtiments, et on va le voir aussi le sujet d'éco-conception, donc comment on va intégrer une approche multicritère pour réduire l'impact environnemental des bâtiments et des quartiers. Agro travaille sur les questions de biodiversité et puis de plus en plus sur les questions de végétalisation des villes qui vont aussi être largement abordées aujourd'hui. Et puis l'école des ponts sur les questions de mobilité qui, à l'échelle d'un projet d'aménagement urbain, va avoir aussi un impact, y compris sur les questions d'adaptation, notamment sur les questions de qualité de l'air. Le lab, ça a été, en fait, on fonctionne par période de 5 ans et on vient d'être reconduit pour les 5 prochaines années. Et bien sûr, les questions qui touchent à l'adaptation seront toujours et encore au cœur de nos travaux. Je vais appeler, on va la faire en 2 temps, la conférence. On va d'abord appeler Diego Harari, Bruno Peuportier et Charlotte Roux, qui vont nous parler et nous présenter les enjeux qui sont liés à la conception des bâtiments et des villes. Et puis ensuite, on aura dans un deuxième temps Patrick et Karim
N'hésitez pas à préparer vos questions, comme d'habitude. C'est toujours la première qui est compliquée à poser, y compris en ligne. Vous pouvez nous envoyer des questions qui nous seront ensuite modérées. On prendra une première série de questions à l'issue de ces 3 présentations. Donc, la première présentation, c'est Diego qui va nous parler de l'évolution et de comment les promoteurs prennent en compte ces sujets d'adaptation. Bonjour à tous. Donc moi, je suis promoteur immobilier et je vais vous raconter de façon assez transparente la vraie vie en 2024 d'un promoteur, comment est-ce que ces sujets d'adaptation finalement se matérialisent aujourd'hui dans les conditions de marché, de réglementation actuelles. Pour ça, je vous propose un petit menu en 3 plats. Quelques rappels un peu de la taxonomie. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette réglementation qui est en train d'arriver, des évolutions de marché sur ce sujet. Et après, je vous parlerai d'une opération emblématique, le village des athlètes, des JO, qui est pas la vraie vie, mais vous verrez un peu du coup ce que ça peut donner dans des cas particuliers. Et après, comment est-ce qu'on essaie de faire évoluer le mass market, en tout cas chez Vinci Immobilier. Donc pour commencer, quelques rappels de la réglementation européenne taxonomie qui essaye d'orienter les investissements financiers dans la bonne direction, vers des investissements verts. Et pour ça, il y a 6 catégories d'enjeux environnementaux qui sont traités. Et sur chacun de ces sujets, on peut être éligible ou pas éligible. Déjà, une activité économique, elle est éligible ou pas. Si elle n'est pas éligible, c'est que c'est une activité économique qu'on considère, en fait, elle n'a pas tellement de sujet environnemental, donc on ne la regarde pas, elle est hors scope de la réglementation, si je puis dire. Et puis après, vous avez des activités qui ont des impacts, et là, vous pouvez faire le truc bien ou le truc pas bien. Si vous faites de l'énergie, vous pouvez faire du pétrole, c'est moins cool que si vous faites des énergies renouvelables. Et donc là, vous allez avoir un investissement qui est éligible et qui va être aligné ou non aligné. Alors nous, nos activités, elles sont toutes éligibles, de construction ou de rénovation de bâtiments. Donc déjà, on reporte nos propres CAPEX là-dedans. Mais à la rigueur, ce n'est pas tellement ça qui vient influer chez un promoteur, la volonté, disons, de s'aligner. C'est plutôt le fait que c'est aussi éligible pour les investisseurs qui vont nous acheter les bâtiments. Donc nous, on vend de 2 façons. On vend en diffus, en B2C, à des gens comme vous et moi. On achète des appartements, ça nous arrive. Là, très sincèrement, pour le moment, alignement, pas alignement, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, quand je vends en bloc, quand je vends à un investisseur institutionnel, à une assurance par exemple, eux, ça les intéresse vachement plus d'avoir des alignements avec la taxonomie européenne. Ça rentre dans les critères ESG maintenant de tous les fonds, etc. Donc là, on commence à avoir un vrai driver de marché et on voit que la taxonomie fait son œuvre, elle est là pour ça. Et effectivement, on a des investisseurs qui nous demandent maintenant de plus en plus ce type d'alignement. Donc l'alignement, il y a les 6 objectifs dont je parlais tout à l'heure. Et comment ça se passe dans la réglementation? En fait, on en choisit un avec lequel on essaye d'avoir les bons critères. Et après, il ne faut pas être trop mauvais, il ne faut pas dégrader l'environnement sur les autres. C'est ce qu'on appelle les critères DNSH, c'est-à-dire Does Not Significant Harm, ne dégrade pas trop, quoi. Voilà. Donc en France, comment ça se passe? En fait, on aligne essentiellement sur le critère de l'atténuation au changement climatique parce que ce n'est pas compliqué, notre réglementation, elle est déjà alignée. Voilà. Avec l'Aéro 2020, on est bon. Donc après, on va regarder ces fameux critères de DNSH et là, ça va nous faire plein de petites choses et notamment, comme il y a un objectif sur l'adaptation au changement climatique, c'est ça où il faut qu'on soit conforme avec ce DNSH. Et ce DNSH, comment il se traduit? Il se traduit par regarder quelle est l'exposition aux aléas climatiques de demain d'un bâtiment et prendre des mesures pour s'y adapter, voilà, pour être résilient. Alors, c'est très flou, malgré les centaines et centaines de pages du règlement européen, la façon dont ça doit s'appliquer est très floue. Et aujourd'hui, on est encore dans une période où il y a des pratiques de marché qui se mettent en place et qui ne sont pas encore bien déterminées. Et donc, en fonction des clients, des discussions, etc., ça va se passer d'une façon ou d'une autre. Mais en gros, vous avez 2 grandes philosophies. La première, c'est de faire le truc vachement bien et de passer une presta à Karim, qui vous racontera tout à l'heure les belles choses qu'il fait. Et là, vous allez avoir une étude super poussée de l'exposition aux aléas de votre bâtiment avec vraiment très précisément sa conception, sa localisation, etc. C'est super, ça coûte un peu d'argent. Et puis après, Karim va vous dire qu'il faut faire tout un tas de trucs qui coûtent aussi beaucoup d'argent. Et tout ça, ça va évidemment impacter le projet. Et il y a la philosophie 2,
qui est d'utiliser des outils simplifiés, mais qui déjà permettent de regarder quand même beaucoup de choses. Et ça, il y en a. Il y a Batadapt, de l'OID, il y a des outils de Cercal. Enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez ou pas ces structures-là, mais enfin, en tout cas, il y a des outils. Donc on tape des adresses et on a tout un tas de choses vis-à-vis du risque d'inondation, de vagues de chaleur, etc. Donc on a quand même déjà énormément de données. Et Météo France qui vient de sortir quelque chose aussi il y a quelques temps. Et à partir de là, on va mettre en place des choses. Alors, quel référentiel pour dire « Ah bah oui, je sais que je suis exposé à des vagues de chaleur ». En France, en gros, mon terrain de jeu, de toute façon, peu importe l'adresse, cet LAA, il est là. Qu'est-ce qui va être conforme pour considérer que ça, c'est bon? Ça fait partie de ces flous-là. Donc, il y a des référentiels de certification qui proposent des normalisations. Et donc, aujourd'hui, il y a des profils, résilience, etc., dans Cercal ou d'autres choses. Ou pas, ou c'est nous qui disons « Ah bah oui, regardez, j'ai mis tout un tas de choses, des protections solaires extérieures, voilà, et donc ça suffira ». Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore très normalisé. Et donc, en fonction de nos partenaires investisseurs, on va avoir des réponses ou d'autres. Donc, c'est le début de l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que la traction, le fait que ça rentre dans la négociation, c'est déjà sur la table. Donc, la réglementation européenne, elle fait son jeu. Après, où est-ce que ça va arriver exactement et à quel point ça va permettre de resituer la norme de marché, la pratique de conception au bon niveau par rapport à la trajectoire 4 degrés ou autre, ça, l'avenir le dira. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le climat dans lequel, le climat des affaires dans lequel on est aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on est capable de faire quand on est sur une opération emblématique. Et donc pour ça, le village des athlètes, donc là où tous les athlètes des Jeux Olympiques iront séjourner. Donc c'est un projet chez nous qui s'appelle Universen. Vous voyez la photo à gauche du terrain d'origine à l'époque de la centrale thermique EDF. Donc c'est une très belle opération de recyclage urbain. Je le mentionne parce que Vinci Immobilier, je ne sais pas si vous le savez, mais on est à fond zéro artificialisation nette et recyclage urbain. Donc ça, c'est pour nous aussi une opération qui représente vraiment la façon dont on envisage la fabrique de la ville demain. Et donc vous avez là sur la gauche de l'image de 2025, c'est la partie que Vinci Immobilier traite. Donc on a fait beaucoup de choses pour l'environnement là-dessus, mais je ne vous parlais que de la partie adaptation. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est projeté sur des données de climat de 2050 et on a essayé de concevoir notre projet, non pas sur les données météo actuelles, qui sont celles qu'on utilise normalement, mais bien sur la réalité de l'avenir, au moins d'un avenir en 2050, parce qu'on aurait pu aller plus loin et ça sera encore plus difficile. Et ça nous a amené à tout un tas de changements dans la conception. Il y a une partie végétalisation sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais notamment sur la partie bâtie. L'enveloppe a été largement changée. On a des planchers réversibles, c'est-à-dire qu'on a du rafraîchissement dans les logements, ce qui n'est pas du tout la norme de marché en Île-de-France aujourd'hui. Mais on a même créé des locaux refuges, ce qui nous semble à nous une stratégie d'adaptation assez intéressante. C'est-à-dire c'est des locaux climatisés communs, des halls ou des choses comme ça, qui font que le jour de la canicule insupportable dans lequel même la petite puissance de rafraîchissement qu'on propose n'est pas suffisante, la personne âgée qui commence à être en stress thermique, etc., elle peut aller passer 2 heures dans un local vraiment frais, se remettre en situation thermique stable, etc. Voilà. Sans du coup climatiser brutalement tout, avec aussi les conséquences de consommation d'énergie, etc. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur la partie végétalisation, parce que c'est quelque chose qui est, je trouve, beaucoup débattu aujourd'hui dans le débat public, et c'est très bien. On parle de solutions de la nature, ça ne consomme pas d'énergie, tout ça c'est super, mais il y a aussi pas mal de fantasmes. Et donc, je vais essayer, en écorchant le moins possible l'étude de Keim, puisque c'est Resilience qui nous a fait cette étude, vous montrer un petit peu quantitativement, scientifiquement, ce que ça peut faire, les limites aussi de l'exercice. Donc là, on a pris une journée chaude, c'est pas non plus la pire de ce que ça peut être, mais enfin, vous voyez une température de l'air là qui dépasse 30 degrés. Et puis vous avez des courbes que je vais vous expliquer en bas. Alors quand il y a différentes couleurs, c'est en fonction de la capacité de la végétation à évapotranspirer. Donc un des phénomènes, c'est la capacité de transpiration qui va dégager de l'humidité, donc rafraîchir l'air. Mais pour ça, il faut qu'il y ait d'abord suffisamment d'eau dans la terre, qu'il n'ait pas fait une sécheresse pendant un mois avant, et qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans l'air. Sinon, on n'évapotranspire pas tellement. Et donc, voilà, ça va être variable. Et donc là,
en fonction qu'on soit dans des bonnes ou des mauvaises conditions ce jour-là, vous voyez déjà des écarts qui vont se produire. La courbe à gauche, c'est la température de surface, donc la température au sol, et on est en fait dans le calcul dans l'espèce, alors je suis désolé pour la qualité des images, hein, dans l'espèce de cours au bout de ce corridor-là. Et donc on voit d'abord qu'on n'est pas si chaud. Si on était en plein soleil, sur un revêtement noir, sans ombre, etc., on serait à des températures qui n'ont rien à voir, hein, 50 degrés, 60 degrés, etc. Donc là déjà, la couverture de la végétation, etc., fait son effet. Et puis vous avez en plus ce phénomène d'évapotranspiration qui peut faire un effet supplémentaire sur la température au sol. Voilà. La deuxième courbe, c'est la température de l'air. En fait, c'est vachement difficile de refroidir de l'air, hein. C'est là pour ça que je parlais un peu de fantasme. On est quand même en plein air, c'est-à-dire qu'il y a du vent et vous allez rafraîchir un mètre cube d'air, mais ce mètre cube d'air, il s'en va, quoi. Donc c'est pas si facile d'avoir un effet. D'où le fait d'ailleurs qu'il y ait une simulation aérolique, là, ce que vous voyez, les petites lignes rouges, bleues, etc., c'est le vent. Et donc en fonction que vous êtes plus ou moins abrité, eh ben, cet effet de rafraîchissement, il est effectif ou il n'est pas effectif, quoi. Il est dilué ou non. Et donc on arrive quand même un peu, en fonction des questions d'évapotranspiration, à avoir un gain, mais vous voyez que bon, c'est pas magique non plus. Cela étant, ce que vous avez tout à droite là, c'est une courbe de confort. Donc c'est une sorte de température ressentie, si vous voulez. Et là, on voit qu'entre le fait que on n'est pas trop exposé au soleil, qu'il y a un petit peu d'air quand même, et que les températures n'ont pas monté, en fait, on a évité l'effet d'îlot de chaleur. C'est plus ça. On n'a pas tellement climé l'endroit magiquement avec de la végétation, mais on a évité de monter en température au sol et de créer cette surtempérature. Et donc finalement, on arrive à rester dans des températures de confort qui là sont très sympathiques. Et donc on pourrait rester passer l'après-midi dans la cour de cet immeuble. Et franchement, vous voyez, on ne dépasse pas 28 degrés. Donc c'est pas mal, c'est ça qu'il faut retenir. Mais il ne faut pas non plus croire que je peux faire n'importe quoi et qu'il suffit de planter des arbres pour qu'il ne fasse pas chaud dans la ville. Ce n'est pas aussi magique que ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on a plein de moyens sur une opération emblématique sur laquelle la puissance publique met des exigences, supporte tout ça, etc. Mais ce n'est évidemment pas ce qu'on peut faire tous les jours dans la réalité de toutes nos opérations quand je vends 25 logements à 3 500 € à Clermont-Ferrand. Donc, je vais vous parler maintenant de la vraie vie du mass market, de nos opérations, de ce qu'on fait, de ce qu'on déploie aujourd'hui chez Vinci Immobilier partout. Je ne vais pas envoyer du rêve, hein, parce que la réalité elle est là, mais au moins on étudie vraiment le truc. Et donc on va se baser pour ça sur ce qu'on a, puisqu'on ne peut pas faire les fameuses études de résilience partout, mais on a quand même des choses, et notamment la RE 2020, elle a des calculs de confort thermique, les fameux degrés heures, si vous êtes un peu familier avec la technique dans le bâtiment. Donc c'est le nombre d'heures d'inconfort cumulé, si vous voulez, dans une année. Et donc il y a un seuil maximum de 1200, sinon vous n'êtes pas réglementaire. Et puis plus vous vous rapprochez de ce seuil-là, plus le logement est inconfortable, et plus évidemment le climat va se dégrader, et plus le logement sera carrément invivable. Donc on a passé toutes les opérations qu'on avait, dont on avait des résultats RE 2020, hein. Ce n'est pas une réglementation super ancienne, on n'en a pas encore tellement finalement. Et puis on a regardé comment elle se baladait sur ce nombre de degrés. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui vont bien, et notamment dans les régions qui ne sont pas les plus exposées. Par exemple en Bretagne, en fait, on a des logements qui sont aujourd'hui, sans avoir fait aucun effort de conception, très confortables et qui vraisemblablement, même avec un peu d'aléas climatiques demain, resteront assez confortables. Mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a évidemment l'effet régional, et tout à droite, vous avez la MED, mais il y a aussi des effets de conception, quand vous avez des logements qui ne sont pas traversants, quand vous n'avez pas de protection solaire extérieure, vous avez des choses comme ça, et qui sont des choses qui arrivent encore dans des opérations, un peu parce qu'on ne s'intéressait pas au sujet, et un peu aussi parce qu'il y a des contraintes. Il peut y avoir des contraintes architecturales, vous avez des produits, une résidence étudiante, les logements, on ne peut pas faire des logements traversants quand on fait des chambres étudiantes. Voilà. Donc au moins, on a pris vraiment conscience, on a essayé de comprendre quels étaient les cas difficiles, quelles opérations il fallait suivre, et on a essayé de regarder quelles étaient les choses qu'on avait à disposition. Et donc on a modélisé des variations de conception sur tout un tas de paramètres architecturaux qu'on peut faire, et on a regardé à quel point tout ça, venait être efficace. Voilà. Donc au moins, on s'est un peu auto-formé, voilà. On se donne avec ça, nous, un peu d'ambition par rapport au réglementaire de faire mieux, et on outille nos collaborateurs pour essayer de suivre. Donc maintenant, voilà, ça fait partie de nos process, c'est dans nos démarches, on suit
le DH, on ne s'occupe pas juste d'être réglementaire. Et on a dans nos équipes techniques des gens qui ont été formés et qui savent ces choses-là, qui savent challenger les bureaux d'études pour essayer de chercher et d'atteindre un petit peu mieux en termes de performance de confort. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait pour des convictions environnementales, c'est aussi des choses qu'on fait pour des convictions marketing. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça nous aide, on en est convaincu, à mieux vendre nos logements. Le confort thermique, c'est quelque chose... Tout le monde, on a tous vécu ces canicules insupportables ces dernières années, donc nos clients, comme tout le monde, les ont vécus et s'intéressent à ça quand ils achètent un appart. Si vous achetez demain un logement, probablement que vous allez vous poser la question du confort thermique dedans. Donc nous, avec ça, on espère aussi se différencier et avoir un produit qui est plus attractif. Voilà la vraie vie du promoteur immobilier. Et maintenant, je passe la parole. Merci beaucoup Diego pour cet état des lieux, c'était hyper intéressant. Maintenant on va passer la parole aux chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui, j'espère, vont permettre aussi de vous proposer des solutions pour l'avenir. Merci Maxime, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va continuer avec plus les aspects recherche et je vais vous présenter avec Charlotte Trou un projet que nous avons mené avec Météo France concernant les incertitudes climatiques et comment ça va agir sur l'éco-conception des opérations, que ce soit dans le bâtiment neuf ou la rénovation. Donc les objectifs de cette étude, c'était d'aider les concepteurs à mieux prendre en compte les aspects d'adaptation au changement climatique dans leurs projets, que ce soit dans le neuf ou la rénovation. Et donc on a travaillé avec Météo France pour générer des données climatiques prospectives pour ensuite pouvoir alimenter des outils de calcul sur ces bases de données climatiques et tester sur différents archétypes de bâtiments qui représentent le parc français et proposer des stratégies d'adaptation, s'assurer aussi qu'on ne génère pas beaucoup plus d'impacts environnementaux en protégeant des canicules en particulier. Alors, comment on va représenter ce climat qui va évoluer au cours du temps ? Alors, dans ce diagramme, il y a trois choses. Il y a les couleurs, il y a l'axe des X et l'axe des Y. Alors, je vais commencer par les couleurs. Les ronds jaunes, c'est ce qui s'est passé les années précédentes, et en particulier la canicule de 2003. Les ronds rouges, c'est ce qui va se passer d'après ces calculs prospectifs au milieu du siècle. Et les ronds plus foncés, c'est ce qui va se passer à la fin du siècle. Alors l'axe des X, c'est les durées de ces vagues de chaleur. C'est-à-dire que plus on va vers la droite, plus on a des longues périodes de canicule. Et ce qu'on voit, c'est que plus on va avancer dans le temps, entre le jaune où il y a des petites durées de vagues de chaleur et puis le brun où il y en a beaucoup plus, donc on va allonger les périodes, les durées des vagues de chaleur. Et puis l'axe des Y, c'est la température maximale, c'est-à-dire que plus on va vers le haut, plus il va faire chaud. Donc là aussi, on voit que plus on va avancer dans le temps, eh bien, plus il va y avoir de hautes températures. Bon, on n'est pas très surpris, mais ça permet de caler un petit peu les choses. Alors, ce qu'on voit surtout sur cette figure, c'est qu'il y a plein de ronds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule prédiction, c'est de la prospective. C'est-à-dire que les années d'aujourd'hui, vous pouvez avoir une année très chaude et puis une année moins chaude. Et c'est la même période. Eh bien, ce sera la même chose en 2050 ou 2100. Toutes les années ne seront pas les mêmes, mais il y aura plein d'années possibles. Et donc, tout ça, c'est des probabilités, en fait, quand on fait de la prospective à cet horizon de temps. Alors, ce qu'on a considéré, c'est les valeurs médianes, c'est-à-dire qu'il y a autant d'années plus chaudes que d'années moins chaudes. Et puis, il y a les années extrêmes, c'est-à-dire que là, c'est vraiment les 5% des années les pires, c'est-à-dire qu'il y a que 5% du temps où il fait plus chaud que l'année extrême. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir des jeux de données pour différentes régions, différentes échelles de temps. Alors avec ça, on a pu regarder ce qui allait se passer
pour différents types de bâtiments, des maisons anciennes ou très récentes, des bureaux, des écoles, et puis des logements collectifs entre l'haussmannien, les HLM des années 60 et les résidences les plus nouvelles. Alors, l'indicateur de confort, bon, on a pris aussi les degrés-heures d'inconfort dont vous a parlé Diego, hein, donc, qui sont une somme des surchauffes. C'est-à-dire que s'il a fait 3 degrés de trop pendant 2 heures, eh bien, on va avoir 6 degrés-heures. Et de trop, c'est par rapport à un confort adaptatif, c'est-à-dire que s'il a fait plutôt frais les journées précédentes, ben, dès qu'il fait 26, on ressent un inconfort. Par contre, s'il a fait chaud les jours précédents, ben, on peut aller jusqu'à 28. Hein, voilà. Alors, il y a une autre façon aussi d'évaluer le confort, c'est le diagramme de Givoni, où on prend en compte aussi l'humidité. Voilà. Alors, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les bâtiments pour réduire cet inconfort. Alors, on pense souvent à la végétalisation. Bon, en fait, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui va vraiment nous sauver des canicules. Hein. Ce qui va nous sauver, c'est plutôt l'isolation. Alors, ça peut vous paraître bizarre, parce qu'en général, les gens pensent si on isole le bâtiment, c'est bien pour l'hiver, mais en été, on va crever de chaud. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'isolation, elle nous protège aussi du chaud. Quand il fait 40 degrés dehors et qu'on veut avoir 30 degrés ou 26 à l'intérieur, ben on va avoir besoin d'isoler pour se protéger du chaud. Et donc, ça peut être l'isolation thermique. Le changement de fenêtre, c'est les outils les plus efficaces pour se protéger. Puisque là, dans l'exemple du haussmannien, eh bien, vous voyez que les premiers centimètres d'isolant, quand on passe de 0 à 5, ben on fait baisser beaucoup les degrés-heures d'inconfort et on arrive à la limite de confort de la réglementation, qui est plutôt à 350. Alors, ça, c'est les premières mesures qu'il faut prendre. Ensuite, il y a la notion du comportement. C'est-à-dire que en fait, le confort va être extrêmement influencé par le fait d'ouvrir les fenêtres la nuit et de fermer ses stores dans la journée. Si on a la chance d'avoir un logement traversant, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 fenêtres ouvertes sur 2 façades différentes, eh bien, on va très vite pouvoir réduire par rapport aux 350 les degrés-heures d'inconfort. Si on ne peut pas vraiment avoir 2 façades avec des ouvertures, eh bien, on aura plus de mal. Il faudra beaucoup plus d'isolants et des triples vitrages pour arriver à maintenir le confort à peu près correct. Et puis, si on ne ventile pas du tout, si on n'ouvre pas du tout ces fenêtres, alors là, c'est la catastrophe et on a beaucoup trop de degrés d'inconfort. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a la notion d'inertie thermique. Hein. Quand vous visitez une église, par exemple, en été, qui fait très chaud dehors, ben, il fait très frais à l'intérieur de l'église parce qu'il y a des murs très épais et cette inertie, elle vous protège aussi du chaud. Et on a plus d'inertie dans un HLM qu'on peut isoler par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a des gros murs en béton à l'intérieur qui nous protègent aussi des surchauffes beaucoup plus facilement que l'haussmannien, où comme les façades sont classées, on ne peut pas isoler par l'extérieur, il faut isoler par l'intérieur, et donc on aura beaucoup moins d'inertie, donc plus de mal à atteindre les 350. Ce qu'il faut donc aussi savoir, c'est qu'il y a donc une variabilité climatique entre les années médianes et extrêmes. C'est-à-dire qu'une année médiane en 2100, si on a une double façade, donc un logement traversant, on arrive à peu près à s'en sortir. Si on est dans une année extrême, bien là, on sera de toute façon très très inconfortable. Alors je ne dis pas qu'il faut se précipiter aujourd'hui sur le Bricorama pour acheter un petit climatiseur, mais en tout cas, il faut s'attendre à ce qu'au cours du temps, on ait effectivement de plus en plus de mal. Voilà, je vais passer la parole à Charlotte sur les aspects environnementaux. Oui, alors du coup, les opérations de rénovation, elles induisent des impacts et notamment des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça aussi, ça a été quantifié sur les projets que vient de vous présenter Bruno. Et donc ici, sur une durée de 40 ans, et on voit que donc c'est des kilogrammes de CO2 équivalent mètre carré habitant par an.
Et on voit que c'est surtout finalement la fabrication des différents éléments qui va contribuer, et le transport étant assez minoritaire, et on atteint presque, on est autour de 1 kg de CO2 équivalent par mètre carré habitant par an. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ça au bâtiment. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait? Ah, raté. Raté. Le verre. C'est parce que c'est trop facile, c'est le plus gros, donc c'est pas sur lui qu'on a envie d'appuyer. Voilà. Donc là, en fait, on retrouve la barre précédente, mon 1 kg de CO2 équivalent par mètre carré habitant par an. C'est la petite barre grise tout en bas de la barre sur le bâtiment rénové. Et donc là, on a un bilan qui compte pas que l'opération de rénovation, mais aussi l'ensemble des usages énergétiques et la consommation d'eau, etc. Et on compare avec le bâtiment non rénové. Et on voit qu'effectivement, on rajoute cette petite barre grise pour le bâtiment rénové, mais en fait, on gagne énormément, notamment en consommation de chauffage. Et puis, vous voyez aussi sur le bâtiment non rénové, il y a une petite barre pour la climatisation, parce que le bâtiment sera trop inconfortable et il faudra absolument, pour garantir un confort minimum aux occupants, climatiser le lieu. Donc finalement, cette rénovation, elle a un petit peu d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, elle permet aussi d'en éviter beaucoup. Alors, nous, si on a regardé ces aspects de végétalisation, on a travaillé avec l'école AgroParisTech, qui a travaillé sur une modélisation du microclimat urbain qui intègre la végétation. Donc effectivement, pour tenir compte à la fois de ces effets de masque et puis des effets d'évapotranspiration qui peuvent rafraîchir l'air extérieur. Alors vous voyez ici le résultat. Donc on a fait des scénarios avec pas du tout de végétalisation, un petit peu de végétalisation, beaucoup de végétalisation, et on a regardé ce qui se passait. Là, c'est à la fin du siècle sur une vague extrême. Donc un peu le plus chaud qu'on peut avoir. Alors vous voyez peut-être pas bien l'axe des Y, mais on monte quasiment jusqu'à 48 degrés. Voilà, c'est sympa. Et donc l'effet de la végétalisation, comme disait Diego tout à l'heure, effectivement, il y en a un. Après, c'est pas non plus révolutionnaire, mais on a sur l'air extérieur une diminution d'à peu près 2 degrés sur les pointes de température. Alors, est-ce qu'on a toujours aussi 2 degrés de moins dans les bâtiments? Eh bien, malheureusement, pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on va regarder à l'intérieur des bâtiments, entre le pas du tout de végétalisation et puis beaucoup de végétalisation autour du bâtiment, on ne va plus avoir que 0,7 degrés en moins à l'intérieur. C'est quand même là, c'est quand même 0,7 degrés, mais bon, quand il fait 48, ça ne va pas être tout à fait suffisant pour garantir le confort à l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc pour conclure, c'est vrai que c'est très urgent, c'est important de s'adapter aujourd'hui au changement climatique qui est déjà là, mais finalement, la rénovation, elle permet aussi cette adaptation. Et par contre, il faut absolument qu'il y ait un comportement des occupants, il faut qu'ils soient sensibilisés à comment aussi gérer leur logement pour pouvoir assurer aussi les efforts de la rénovation, c'est-à-dire si on ne ferme pas ses volets pour se protéger du soleil ou si on n'ouvre pas ses fenêtres la nuit, on aura beaucoup de mal de toute façon à garantir le confort. L'isolation, elle protège du froid et du chaud, et donc en mettant en œuvre la rénovation, on va pouvoir à la fois s'adapter au changement climatique et atténuer les effets. Donc réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi retarder le besoin de climatisation. Alors comme perspective, nous on commence à travailler sur les impacts sur la santé, c'est-à-dire les surchauffes dans les bâtiments. Elles génèrent des impacts sur la santé, mais la production de matériaux ou la consommation d'énergie, eux aussi, ils génèrent des impacts sur la santé. Et donc on peut aller vers une recherche d'optimisation plus globale en regardant aussi les différentes contributions aux impacts sur la santé de ces différents paramètres pour aller un petit peu plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Comme je vous le disais, on a le temps pour une première série de questions. Je ne sais pas si ça a suscité l'interrogation. Moi, je note que
les principaux leviers, alors on a dit que la végétalisation c'en était un, mais qu'il y avait quand même ce point de vigilance à avoir. On n'a pas parlé de l'eau. Diego parlait de l'intérêt de l'évapotranspiration. La végétalisation, il y a aussi la question de l'eau qui va venir peut-être en contradiction, ou en tout cas comme un point de vigilance à avoir quand on est sur une démarche d'évaluation environnementale multicritère. Oui, alors on a travaillé avec AgroParisTech sur la quantité d'eau qu'il fallait pour assurer vraiment un rafraîchissement au niveau du quartier autour du bâtiment. Si on se contente de planter des arbres mais qu'on ne les arrose pas, les arbres vont sécher et on aura très peu d'effet sur l'îlot de fraîcheur. Donc il faut vraiment arroser beaucoup. Et quand on est autour d'un HLM, la dépense en eau devient équivalente à la dépense qu'on aurait en climatisation. Et donc c'est très difficile sans doute à faire passer au niveau d'un office d'HLM de pouvoir planter des arbres et de les arroser tout autour des résidences. Il faut en avoir conscience. Pour les écoles, je ne sais pas comment ils vont réagir quand ils auront la facture d'eau, mais on verra. En tout cas, c'est un aspect important, plus au niveau du coût que sur les impacts. Encore, ça dépend des villes, parce qu'il y en a qui auront aussi des problèmes d'approvisionnement en eau. Voilà. Effectivement, au-delà de la question de l'impact environnemental, il y a la question de la disponibilité. Là, on parle de résilience, donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête. On parle de l'adaptabilité de nos bâtiments à un climat de fin du siècle, mais quelle adaptation possible de certaines espèces d'arbres à un climat qui ne sera plus du tout le même. Et ça aussi, pour parler de la vraie vie, aujourd'hui, nous, nos projets paysagers, nos maîtrises d'œuvre, enfin le savoir-faire de la filière, mais encore vraiment en début de mutation là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des projets paysagers qui ne sont pas pensés encore pour un climat de demain et qui vont avoir des besoins de ressources en eau à des moments où il y aura au contraire plus tellement de ressources. Donc se pose la question aussi du coût de la conception, parce qu'on peut au moins récupérer un peu d'eau pluviale, alors en espérant qu'il y ait eu des pluies avant la sécheresse. Enfin, voilà, ça pose tout un tas de questions et ça rajoute effectivement une bonne couche de complexité au sujet, quoi. Il y a une main qui se lève là-haut. Merci Carmen. Je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, Hortense Pénirin, je suis chargée de mission transition écologique à la ville de Charenton-le-Pont. Et j'avais une question justement sur l'eau et dans quelle mesure vous intégrez déjà dans la conception des bâtiments à la fois la question du stockage de l'eau, mais aussi de la sobriété des usages en eau, par exemple le fait d'avoir un recyclage des eaux usées, ou ce type de problématiques pour justement s'adapter aux sécheresses prochaines et à une moindre disponibilité de l'eau. Oui, alors quand on parle de ressources, en fait, il faut bien voir que lorsqu'on consomme de l'eau chez soi, on la rejette assez vite au milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une consommation nette. C'est-à-dire qu'il y a à faire la différence entre consommation brute, je consomme 40 mètres cubes par an, et puis la nette, parce que en fait, sur ces 40 mètres cubes, on en rejette beaucoup. Et donc, c'est pas si évident que ça que, bon, bien sûr, c'est toujours bien de recycler et d'économiser l'eau, mais ce que je veux dire, c'est que si on a une certaine somme d'argent, peut-être que le plus important, c'est d'éviter le changement climatique ou de le réduire par une meilleure isolation thermique, par une meilleure performance énergétique, plutôt que de dépenser un peu, de saupoudrer les dépenses sur des installations complexes de recyclage qui risquent finalement de nuire à une performance plus globale. Donc c'est un petit peu ces optimisations-là qu'on essaye de faire avec un indicateur commun qui est l'impact sur la santé. Et à ce moment-là, on essaye de faire la part des choses entre si on a un budget, où est-ce qu'on va mettre l'argent, voilà. Pour compléter ce que dit Bruno, mais en allant dans le même sens, chez Vinci Immobilier, en tout cas, enfin, voilà, je parle que pour nous, dès lors qu'on a des espaces verts, depuis maintenant
2-3 ans dans la conception des projets, donc en termes de livraison, c'est pas si ancien que ça, on systématise la récupération d'eau pluviale. Voilà. Ça, c'est entre guillemets low-tech, c'est pas très cher, et ça a un intérêt clair, ça ne demande pas de consommation d'énergie particulière, enfin un tout petit peu de pompage, mais enfin vraiment pas grand-chose. Par contre, le recyclage d'eau grise, ça c'est high-tech, c'est très cher, ça consomme de l'énergie, ça demande des surfaces importantes, c'est pas un truc qu'on enterre dans le jardin, quoi. Ça demande des mètres carrés de SDP. Donc très clairement aujourd'hui, on l'a regardé une fois ou deux dans des opérations emblématiques, type JO, mais ce n'est pas du tout une solution aujourd'hui pour la massification. Merci beaucoup Claire Vaillant, je suis animatrice des ateliers de l'adaptation que présente Juliette aujourd'hui. Moi j'ai une question, vous parliez de l'eau, donc c'est un sujet très intéressant. Ça me fait penser on dit qu'en moyenne, les chasses d'eau, les gens, on consomme à peu près 20% de notre eau, qui est toujours de l'eau potable, c'est les chasses d'eau. En Suisse, depuis de très nombreuses années, même dans les logements collectifs, apparaissent des toilettes sèches. Et je voulais savoir si vous avez évoqué, réfléchi, ou quelle place vous pensez donner aux toilettes sèches. Alors, cette question, elle pose une question plus large en sous-jacent, qui est la performance environnementale de ce qu'on fait versus ce que veulent les clients. Et ça se pose dans plein de choses, en fait. Là, vous parlez des toilettes, je pense que c'est un très très bon exemple parce que ça, c'est très intime et les gens, voilà, ont leurs habitudes, c'est difficile d'en changer. Donc les toilettes sèches, très clairement, aujourd'hui, c'est inimaginable. Voilà. Il y a des choses beaucoup moins difficiles qu'on n'arrive déjà pas à faire. Par contre, ce qu'on va commencer à proposer, alors sur des commercialisations, je ne sais pas vous dire une date exacte, mais disons l'année prochaine, c'est qu'on va proposer en TMA, en travaux modificatifs équerreurs, c'est-à-dire si le client le veut, une variante de toilette dans laquelle vous avez votre robinet au-dessus du réservoir, et déjà, voilà, c'est de l'eau grise, c'est pas sec, mais c'est de l'eau grise. Voilà. On verra quelle proportion de nos clients souscrivent à cette option. Et en fonction de ça, on fera peut-être évoluer et on inversera peut-être base et option. Mais je serais très surpris, malheureusement. Voilà. C'est difficile de faire évoluer la demande. On a eu un projet où on a pu mettre en œuvre des toilettes sèches. C'était un bâtiment qui accueille des visiteurs d'un parc naturel. Donc déjà, il y avait énormément de personnes. Et d'autre part, à côté de ce bâtiment, c'était donc un parc national, si on peut dire, un parc avec la biodiversité qui était un axe de travail important, et avec un tout petit lac à côté. Et donc l'intérêt de ces toilettes sèches, bon, où là, c'était pas pour du logement, hein, donc les gens venaient juste comme ça, c'était beaucoup plus facile d'accepter ce genre de dispositif. Et ça avait un intérêt parce que, en termes d'eutrophisation, c'est-à-dire que des toilettes normales auraient apporté des engrais tout autour, et en particulier dans ce petit lac. Et donc là, on avait un intérêt particulier pour ce type de dispositif. Bonjour, Zoé Benoît, urbaniste chez GIS Conseil. Je voulais savoir... Dans vos études, vous avez étudié les paramètres isolation, fenêtre et végétalisation. Vous n'avez pas parlé des occultations solaires. Est-ce que vous avez mis ça dans vos modèles s'il y a des brises solaires orientables devant les fenêtres et quel impact ça a sur le réchauffement à l'intérieur des logements ? Sachant qu'avec les stores volets roulants classiques, la lame d'air devient super chaude. Enfin voilà, je voulais savoir si vous avez étudié cette question dans vos modèles. Oui, bien sûr. Bon, je n'ai pas parlé de tout, mais effectivement, ça fait partie des leviers d'action. J'ai dit, hein, les comportements sont importants en termes d'ouverture la nuit et de fermeture des protections solaires le jour, avec effectivement des aspects technologiques
à la fois sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir si on est en zone, en rez-de-chaussée et on craint l'intrusion, par exemple, on peut avoir des impostes au-dessus d'une porte-fenêtre au rez-de-chaussée et puis des fenêtres de toit qui font une circulation d'air améliorée, par exemple. Donc on a travaillé aussi pour la Guyane ou l'outre-mer, où effectivement, même sur des résidences étudiants, on peut avoir des systèmes traversants entre le couloir et la chambre, par exemple. Donc il y a des technologies. C'est vrai qu'en France, c'est pas tout à fait encore assez mûr, mais je pense qu'on va devoir aussi s'inspirer des pratiques de l'outre-mer. Peut-être. Pardon, excuse-moi, Maxime. En fait, c'est la question de l'acceptabilité, c'est pareil que l'histoire des toilettes sèches. C'est-à-dire que bien sûr qu'on pourra faire des logements traversants en France, mais les étudiants ne veulent pas. Voilà, en termes d'acoustique, d'intimité, etc., ils n'ont pas la norme sociale qu'on a dans d'autres territoires. Et puis en complément, on ne le répète pas à chaque fois, mais les études qui sont menées là, elles sont menées avec l'outil Pléiade qui est développé par les équipes de Bruno et Charlotte et qui est l'outil de référence pour le bioclimatique à disposition des architectes. Bonjour, Florent Cornet, ancien chercheur sur les thématiques bâtiments et villes du futur au CRIGEN. Merci pour la présentation déjà. J'ai été surpris du faible delta lié à la végétalisation des rues à l'intérieur des bâtiments, lié notamment aux effets qui peuvent être aussi induits par la couverture végétale et du coup la réduction des apports solaires à l'intérieur des bâtiments. Je me demandais si vous avez parlé isolation et végétalisation, et si vous avez également regardé du coup les effets combinés, typiquement sur des toitures végétalisées ou sur des façades végétalisées, quels sont les apports à l'intérieur du bâtiment et les bénéfices liés à ces systèmes-là. Oui, alors l'école des ponts a aussi travaillé sur ces sujets et ils ont trouvé les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que effectivement, la couverture végétale stoppe le rayonnement solaire, fait de l'ombre, hein, d'accord, mais aussi absorbe du rayonnement, il renvoie aussi vers le bas. Et donc, c'est pas si simple de dire on va gagner 10 degrés avec des arbres, malheureusement. On aimerait bien, hein, mais voilà. Donc, affaire à suivre. Peut-être qu'il y aura des validations par rapport à des mesures, ce que j'espère aussi, qui permettront vraiment de certifier ces résultats. Sur la combinaison végétalisation-isolation, il n'y a pas photo. Je veux dire, une fois que vous avez isolé votre toiture, si vous mettez une couche végétale au-dessus, ça aura peu d'effet. Alors effectivement, si on n'isole pas du tout, et qu'on met de la végétalisation sur une toiture en zinc, ça peut avoir un effet, mais bon, c'est dommage de ne pas isoler, quoi. Voilà. Il faut, de toute façon, si on veut s'en sortir au niveau de l'adaptation au climat, il faut isoler. Voilà. Après, qu'on rajoute du végétal en plus, très bien, mais il faut d'abord isoler. Voilà. Bonjour, Christelle Perrin. J'ai une question par rapport à la conduite de changement que ça induit, toutes ces nouveautés technologiques. Je trouve que les syndics de copropriété ont un rôle à jouer et moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas accompagnés. Enfin, je sais que je suis un petit peu perplexe sur cet acteur-là en disant quel est leur rôle et qui les pousse à nous bouger, nous propriétaires, pour investir. Je suis 100% d'accord. D'ailleurs, j'ai eu pas mal dans ma copropriété d'échanges avec l'Agence parisienne du climat, à qui j'ai essayé de dire, mais former nos syndics, ça ne sert à rien de nous casser les pieds, à nous envoyer 10 mails par an pour dire rénover. Moi, j'ai posé la question au syndic, il m'a dit, c'est pas possible, on ne peut rien faire dans votre quartier, c'est classé. Il faut former les syndics, c'est vraiment une urgence pour les copropriétés, tout à fait. Travailler avec les syndics, enfin, bien sûr qu'il faut les former, je suis absolument d'accord, et leur rôle, il est déterminant, c'est clair. Il faut aussi comprendre qu'ils ont très peu d'honoraires et qu'on les met en concurrence, enfin c'est nous finalement, qui les mettons dans cette situation de ne pas avoir les moyens de nous conseiller correctement, quoi. Donc, si on veut leur donner un rôle important qu'ils devraient avoir, il faut aussi leur donner les moyens d'avoir le rôle, il ne faut pas seulement leur jeter la pierre, quoi. Voilà, c'est tout. Bonjour. Un peu dans la continuité de la question précédente,
on parle de bâtiments classés, et donc il y a parfois une contradiction entre les enjeux de rénovation et puis le fait que ce soit classé. Donc est-ce qu'on va devenir... à quel moment on va commencer à accepter peut-être de modifier ou de revenir sur cette notion de classement? Alors, personnellement, la mairie de Paris m'a interdit de mettre par exemple des stores parce que c'est soi-disant classé, ou c'est même pas... il peut y avoir un impact alors que c'est pas du tout visible de la rue. Donc on a l'impression que c'est aussi en complet décalage avec tout ce que vous avez pu aborder. Merci beaucoup. Je pense que le débat est là. Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler des travaux d'Alexandre Florentin, Paris sous 50 degrés, qui pose exactement ces questions, hein, et qui dit mais est-ce qu'on ne devrait pas peindre en blanc tous les toits de Paris, etc. Donc voilà. Et effectivement, on peut un peu se poser la question de est-ce que dans 50 ans, Paris sera une ville-musée invivable dans laquelle il n'y aura personne, mais ce sera très joli et on pourra venir la visiter, ou est-ce qu'on va continuer à vivre dedans, mais à ce moment-là, est-ce que ça ne demande pas un certain nombre de changements un peu structurels et de revenir sur des choses qui ont été des principes fondamentaux, mais qui peuvent peut-être plus être tenus dans le monde tel qu'il est en train de devenir. Je n'ai pas de réponse à vous donner à cette question, hein. Juste, effectivement, c'est une question difficile et il y aura peut-être des arbitrages dans l'avenir à donner. Merci beaucoup, merci pour toutes ces questions passionnantes et pour ces échanges. Je vous propose qu'on les applaudisse à nouveau. Et on va continuer les présentations donc avec Patrick et Karim. Donc Patrick Conan, je le disais, vous êtes responsable des partenariats et de l'assurance verte chez AXA, et avec vous, on va avoir le point de vue de l'assureur, on en a parlé tout à l'heure. Et puis on va passer de la question des vagues de chaleur, je pense, à parler un petit peu plus d'inondation. Et puis ensuite on aura Karim. Karim, tu peux d'ores et déjà venir avec nous, qui nous présentera les approches multipérils qui sont développées par Résilience. Bonjour. Un monde à plus 1,5 degré serait toujours assurable, un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Vous vous souvenez de cette phrase de notre ancien directeur général en 2015 ? Et finalement, il avait tort, puisque dès maintenant, à 1,2 degré, il y a déjà des zones qui sont non assurables. Et on espère qu'on va lui donner tort, parce qu'on va essayer de faire un maximum de solidarité nationale et de prévention pour repousser les murs de l'assurabilité. Donc ça suppose deux choses. Un, d'abord, de bien comprendre les phénomènes. Donc les phénomènes attendus. On prend par exemple l'incendie. Vous savez que c'est la peur, panique des assureurs. Avec la sécheresse, on sait qu'il y a le retrait gonflement d'argile pour plus de 11 millions de maisons individuelles en France. Pour une entreprise, par exemple, si jamais il n'y a pas de sprinkler, 90% des bâtiments n'ont pas de sprinkler, ça veut dire que lorsque les pompiers vont se présenter sur une colonne sèche qui porte bien son nom, pour un peu qu'on soit sur un stress hydrique sur un bassin versant, eh bien les forces de l'ordre ou les pompiers ne pourront pas avoir de l'eau pour éteindre leur incendie. Si jamais il y a un arrêté préfectoral, par exemple, qui a décidé de prioriser des activités agroalimentaires par rapport à des piscines de tourisme ou par rapport au fait que ce soit... Donc voilà, c'est des choses très concrètes sur lesquelles, que ce soit au niveau des professionnels ou des particuliers, il faut tenir compte d'un effet d'emballement qu'il peut y avoir sur la canicule, avec là, non pas la partie dommage, mais plutôt la partie assurance de personnes, la partie inondation, les pluies torrentielles et d'autres types qui peuvent être mieux maîtrisés d'une façon classique, et ces incendies qui se rajoutent. Donc il faut bien comprendre d'un point de vue géolocalisation, mais vraiment à la dizaine de mètres près, et avec la capacité à projeter le futur. J'ai apprécié l'outil Vinci qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Resilience. On a la même chose dans notre filiale AXA Climate qui permet de faire des projections à 2030-2050, non seulement sur la partie climat, aussi la partie biodiversité, avec tous les scénarios possibles, de façon à avoir l'ensemble des paramètres. Et puis, il y a évidemment la décision récente du gouvernement d'augmenter la surprime de 12 à 20% sur la partie dommages et aussi de 6 à 9 pour la partie auto, on l'oublie souvent, qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre de façon à financer les opérations de prévention. Ce régime qui a été instauré en 1982 a été déficitaire et il y a maintenant une clause de revoyure tous les 5 ans de façon à
préserver cette pépite. C'est une exclusivité mondiale. À peine en Espagne, il y a le système du consortio, et c'est ce qui nous permet d'avoir une bien meilleure résilience par rapport aux autres pays. Donc si on regarde maintenant le support, je suppose celui-ci. Donc les enjeux, vous avez vu, c'est les murs de la recevabilité. Faut avoir une idée des montants financiers. On passe de 70 à 150 milliards d'ici 2050. Avec jusqu'à présent, c'était l'inondation qui était le premier. Dorénavant, ça sera de très très loin, cette partie sécheresse. Donc il nous faut des outils, il nous faut de la compréhension pour comprendre tout ça. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, l'assurance. Donc soit vous êtes assurable, et donc nous, on fonctionne avec notre marge, avec une prime qui augmente 2, 3, 4, 5% chaque année, ou c'est une franchise, ce qu'on appelle aussi une moralisation du risque, c'est pour éviter les risques de fréquence, de façon à ce qu'il y ait un reste à charge, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de déclarations. Et ensuite, on a, soit vous êtes non, donc si vous êtes non assuré, ça va être difficile, puisque là c'est une prise de risque maximale, on n'est pas sur des assurances obligatoires la plupart du temps. Soit vous avez une auto-assurance, qu'on appelle aussi une captive, donc vous avez mis des réserves de côté. Et tout ça est avec un régime décatnat, effectivement, qui, je vous dis, a besoin d'être revu fréquemment. Alors on peut faire un mix entre les deux. Il peut y avoir une partie des risques qui est auto-assumée, une partie qui est avec un régime totalement privé, et puis en plus ce système avec la caisse de réassurance. Réassurance, je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, c'est l'assureur des assureurs. En moyenne, les primes d'assurance, elles augmentent de 4% par an actuellement. Les primes de réassurance, elles augmentent de 40% par an. Donc ça veut dire qu'ils vont se casser la gueule. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de matelas financier pour certains assureurs. Je pense notamment à ceux sur l'agricole, mais ensuite d'autres. Donc il y a un effet d'effondrement systémique qui peut être envisageable. À un moment donné, il n'y aura plus suffisamment de matelas financiers par rapport à ce mur à coups de milliards. Donc ça, c'est comprendre tous ces systèmes sur les principes, donc la réassurance et les règlements, puisqu'il y a aussi une mauvaise solution, c'est de diminuer le montant des indemnisations. Alors que là, ça va générer évidemment un maximum de conflits. Le but, c'est au contraire favoriser la résilience et d'avoir une satisfaction globale. En termes d'action, bien évidemment, la formation. Notre filiale AXA Climate, elle est en train de former 6 millions de personnes dans le monde actuellement. Ce sont des e-learning qui permettent de tout comprendre, non seulement sur la partie climat, sur la partie biodiversité, sur les ressources naturelles, avec des niveaux de compréhension au départ sur les basiques, et puis ensuite véritablement de façon très axée sur un secteur d'activité plutôt qu'un autre. La prévention, c'est le mot magique du moment. Elle a toujours existé, mais là, elle va vraiment mettre un coup d'accélérateur en termes d'outils. Donc, par exemple, on a mis à disposition de toutes les maires, les 36 000 communes, des outils de façon à mieux comprendre, en plus du réglementaire, tout ce qui leur permet de former un peu leurs services. Les alertes météo, il y a celles évidemment classiques, et ensuite il peut y en avoir plus dédiées sur plus de périls, avec plus de précision, en sachant bien quel est le point de contact. Donc là, il y a quelque chose qui peut être mutualisé entre les assureurs. La coopération va être au moins aussi importante que la concurrence. Des fiches de prévention, donc la documentation sur l'existant, et puis aussi beaucoup d'expérimentation. Là, par exemple, il y a une mission sécheresse qui est faite avec France Assureur. Et je vous dis, 11 millions de foyers qui pourraient avoir des fissures, voire la rendre inhabitable, ces habitations, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas encore. Il y aura peut-être du micro-goutte à goutte, il y aura peut-être des pieux, il y aura peut-être des barrières antiracinaires. Il y a énormément d'expérimentation à faire en ce qui est le moins cher, le plus efficace. Et puis, il y a la partie garantie et services d'assurance proprement dit. Donc, il y a d'abord la responsabilité civile décennale. Donc, on a intégré, nous, une clause environnementale qui permet officiellement, et non pas en off, d'avoir tous les matériaux biosourcés, géosourcés ou des réemplois, sur lesquels donc, on a un œil bienveillant sur l'acceptation en souscription.
Il y a la multi-risque entreprise qui prend la partie dommage, mais aussi potentiellement des options en responsabilité civile. Et là, on a mis une garantie verte qui a été saluée par le rapport Langrenet, qui a été évoqué sur la table ronde de 9h30, qui permet d'avoir un cofinancement à 50% du Build Back Better, donc le fait de reconstruire mieux, avec par exemple des systèmes de chauffage favorisant les énergies renouvelables, avec du photovoltaïque, avec une meilleure isolation. Donc là, on cofinance au-delà de l'indemnité réglementaire, de façon à avoir un meilleur équipement. C'était déjà le cas depuis plus de 6 ans sur les entreprises et professionnels, et on l'a généralisé le mois dernier à l'ensemble des particuliers pour leur multirisque habitation. Et puis il y a la souscription sur laquelle il faut un œil bienveillant sur certaines activités. Je pense notamment à les tiers de confiance, sur tout ce qui est rénovation, etc. Oui, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment de retour d'expérience. Eh ben, il faut avoir un œil expert de façon à ce que l'assureur soit un peu moins frileux. On va prendre un cas d'usage, si vous voulez bien. Et là, je fais vraiment toute la publicité possible sur les ateliers de l'adaptation qui est fait par Juliette sur la salle d'à côté et qui nous a permis de parler l'assurance encore mieux que les assureurs. On prend un cas d'inondation un peu différent. Donc, vous voyez que le risque il va se diviser sur l'aléa, l'exposition, la vulnérabilité et la réponse au risque. Et donc, si vous êtes situé près d'un cours d'eau, si vous avez une pluie diluvienne ou s'il y a un épisode de pluie extrême, la vulnérabilité, c'est effectivement la fragilité du bâtiment, le fait qu'il y ait des entailles de pénétration, etc. Donc, la réponse au risque, ça va être, par exemple, de laisser vides les premiers étages, ça va être de relocaliser potentiellement les bâtiments. D'abord, on va regarder plutôt les machines-outils, puis les personnes, et ensuite, éventuellement, si le terrain, par exemple, est sur la même propriété, on va essayer de délocaliser tout ça. On va essayer de renaturer les cours d'eau, donc il faut se baser au maximum sur les solutions basées sur la nature, les zones humides. Il va falloir arrimer les cuves, puisqu'ensuite vous aurez un effet de pollution. Il va falloir, quand vous avez du gazole qui ensuite rate dans les nappes, on est pour une dépollution lourde avec des conséquences sur lesquelles tout ça doit vraiment être anticipé. Donc en assureur, il regarde les statistiques du passé, elles sont caduques. Le métier qu'on appelait actuaire, mathématicien financier, est caduque. Maintenant, on est plutôt sur data scientist, sur lequel il y a un nuage de points et il va falloir faire beaucoup plus de projections, de tendances et honnêtement, regarder un petit peu comment compartimenter les risques, comment conserver cette mutualisation, cette solidarité et faire beaucoup, beaucoup de prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même principe que tout à l'heure, on prendra des questions à l'issue de la présentation de Karim. Bonjour, alors on m'entend. Alors, il faut appuyer sur le V, c'est ça? Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais ici illustrer 2 exemples. On va un peu changer d'échelle et de géographie. On va s'exporter dans des zones un peu intertropicales, dans les Caraïbes et puis le long de la côte ouest africaine. Mais pour illustrer ces 2 cas d'usage, je vais aborder une méthode que nous avons expérimentée dès le démarrage de Résilience, c'est-à-dire à partir de 2018 et 2019, sur l'appréhension, la modélisation des multirisques climatiques, parce que la nature étant telle qu'elle est, un aléa climatique ne survient jamais seul. Il est constitutif d'autres paramètres climatiques et en fait on a un ensemble qui s'organise et qui finalement impacte de manière très différenciée, de manière assez complexe, les territoires et les infrastructures. Alors, pour démarrer, un cadre. Résilience s'est engagé avec l'Alliance mondiale du secteur du bâtiment et de la construction, un programme qui est issu des accords de Paris lors de la COP 21, sous ombrelle du programme des Nations Unies pour l'environnement, à lancer les 10 principes essentiels de l'adaptation au changement climatique. Ces 10 principes, soutenus par plus de 70 États, qui ont notamment signé ce qu'on appelle la charte de la Convention de Chaillot, qui ont émané de la COP dernière, donc de la COP 28, ont pour objectif de donner les éléments de base pour déterminer des méthodes pour appréhender le dérèglement climatique et concevoir, proposer et développer des solutions d'adaptation. Donc ces 10 principes, vous pouvez les télécharger sur le site de la GABC. Alors, par exemple, on a l'accès à la donnée.
l'appréhension de l'échelle. Sur quelle échelle on va déterminer le risque climatique? Quelles vont être ces résolutions? Comment est-ce qu'on intègre de manière quasiment systématique à la fois des enjeux d'adaptation et des enjeux d'atténuation, sans les mettre en opposition? Et comment est-ce que derrière on enclenche des mécanismes financiers pour venir essayer de supporter, financer et accompagner les actions d'adaptation? Alors, la méthode que nous, on a mis en place, déjà, elle s'aligne sur ces étapes, à savoir l'identification des aléas climatiques, la détermination des enjeux, les impacts que ces enjeux peuvent avoir, à la fois techniques, socio-économiques, financiers, les conséquences de ces impacts, la catégorisation, parce que derrière ces catégorisations, les actions et les parties prenantes qui vont être engagées ne seront pas forcément les mêmes. Si on a des impacts qui peuvent être d'ordre sécuritaire, de continuité d'activité, de préservation des activités socio-économiques, de la préservation de l'environnement ou de la préservation des environnements bâtis. Et enfin, les actions à mener en fonction de ces process qui peuvent aller à la fois des actions d'atténuation du risque, d'adaptation ou bien même de réorganisation du territoire ou des gouvernances à travers, par exemple, des systèmes de monitoring ou d'organisation sociale. Comment, maintenant, concrètement, nous nous sommes appliqués à vouloir mettre en place des méthodes assez solides que nous avons vérifiées sur le terrain dans plusieurs géographies. La première, c'est d'essayer de combiner un certain nombre d'outils. Donc, on ne réinvente pas finalement le fil à couper le beurre. On va essayer de voir ce qu'il existe sur le marché, les technologies, les méthodes qui ont déjà été approuvées, mais qui n'ont pas été mises en lien de manière par une approche ensemblière pour pouvoir apporter des solutions les plus pertinentes possibles. Dans un premier temps, nous utilisons des outils de cartographie qui vont utiliser l'observation par les satellites. Ceci nous permet de couvrir des géographies extrêmement étendues à différentes résolutions d'échelle. Nous allons ensuite projeter sur ces territoires des modèles climatiques prédictifs par des méthodes dites de downscaling, à savoir des descentes d'échelle, qui sont des méthodes approuvées par le GIEC et à l'intérieur desquelles nous allons intégrer des données issues des bases de données, à la fois par exemple pour l'Europe des données Copernicus et également issues des satellites du réseau européen. Ensuite, sur ces éléments-là, nous allons essayer de caler quelles vont être l'approche méthodologique pour appréhender le risque. Donc le risque, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mon confrère ici présent, il y a des enjeux de vulnérabilité, la détermination des risques, l'exposition, et puis derrière, nous, ce qu'on va essayer de faire, parce que si on est dans des problématiques d'adaptation, il y a de toute manière, in fine, des questions socio-économiques et de financiarisation. Donc on va mettre les deux ensemble et surtout essayer de corréler, de faire le lien entre les enjeux d'adaptation et les trajectoires de gaz à effet de serre, car le climat d'aujourd'hui ne sera pas le même demain et demain il sera notamment corrélé aux trajectoires de gaz à effet de serre. Sur cette base, on va ensuite essayer de déterminer quels vont être le découpage le plus pertinent, la résolution la plus pertinente également pour appréhender et déterminer les niveaux de vulnérabilité, leurs mesures, leur suivi, pour y associer par la suite des solutions d'adaptation. Donc on va faire un maillage. Ce maillage peut être d'une échelle de 1 mètre carré, de plusieurs dizaines de mètres, plusieurs hectares, plusieurs kilomètres carrés. Tout va dépendre bien entendu de la typologie de l'infrastructure, de l'environnement bâti et de l'enjeu qui est mis qui est mis en débat. Et bien sûr, essayer de faire ces interactions avec les conditions de sol, les conditions topographiques, les conditions pédographiques, et puis à partir de là, combiner ces paramètres, les croiser par des approches dites multicritères pour en déterminer des indicateurs pour mieux évaluer les impacts et donc la meilleure solution de conception d'adaptation possible. Une fois que la partie physique et environnementale est appréhendée, on y associe bien entendu, tel qu'il est préconisé, notamment dans les 10 principes essentiels de l'adaptation soutenus par la JABC, d'y associer un modèle économique pour une financiarisation. Ceci a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut mesurer l'impact financier des dégâts physiques, mais également des dégâts socio-économiques et extra-financiers. De l'autre côté, essayer d'estimer les investissements nécessaires pour pouvoir couvrir les risques d'adaptation à court, moyen, long terme et les corréler à des trajectoires d'évolution du changement climatique, car en fonction des trajectoires de l'évolution du dérèglement climatique, à des échelles très locales, les impacts vont, eux, évoluer. Et donc, les solutions doivent être également agiles pour répondre à ces évolutions qui peuvent en plus être des fois contredites par des mises à jour de données ou par des évolutions avec des bifurcations beaucoup plus importantes. Donc on doit matérialiser ces approches par des enjeux et des mécanismes de financiarisation, d'où ici le modèle de coût-bénéfice que nous avons mis en place.
Alors, un exemple concret, nous avons accompagné dans le cadre d'un programme pilote dans la région Ouaka. Donc Ouaka est la zone côtière de l'Ouest africain, de l'Afrique de l'Ouest, allant du sud de la Mauritanie jusqu'au golfe de Guinée, qui est une zone qui est à peu près de ce type de géographie, à savoir un trait de côte sableux, extrêmement fragile, avec des altitudes moyennes entre 1, 5, voire 10 mètres maximum, fortement occupé par l'urbanisation, parce qu'il y a notamment les principaux ports de l'Afrique de l'Ouest qui sont associés, des pôles urbains extrêmement importants, et donc on voit bien ici la vulnérabilité physique et socio-économique. Donc dans le cadre de cette zone, qui est à protéger, car elle présente également des environnements très sensibles au dérèglement climatique, notamment les mangroves, nous avons lancé un projet pilote, et je vous mets ici une vidéo. The OSS Saint-Louis project is an initiative partnership that brings together researchers from French and Senegalese universities, as well as the Resilience Design Office. The University of Rouen-Normandie and the University Amadou Mahtar Mbao of Dakar are co-carrying this project. Coastal environments are areas where various hydrometeomarine hazards meet and interact, which make them particularly vulnerable. Yet, these areas are highly populated with concentrated socio-economic activities. However, with climate change, these sensitive areas are likely to be exposed due to sea level rise, but also to the increase in extreme precipitations and storm events causing flooding and coastal erosion. Therefore, coastal infrastructures and urban areas are facing unprecedented socio-environmental challenges, hampering their development and the sustainability of activities and housing. That is in this context that the OSS Saint-Louis project takes place. By improving the knowledge of coastal hazards and risks in connection with climate change, it aims to offer territory and infrastructure management tools and indicators, and to use them to raise awareness among stakeholders. The selected study area is that of Saint-Louis Coast in Senegal, Barbary Strip, a populated city with a strong historical heritage and a high concentration of socio-economic activities. This area is especially at risk due to the flooding frequency and intensity and coastal erosion in relation to climate change. How? The project's initial approach is based on the characterization of hydrometeomarine conditions that have caused major flooding generating damage in order to understand the multifactorial causes of the Saint-Louis coastal flooding. Cartographic simulations implementation will enable to highlight current and future hotspots at risk linked to climate change. The approach then consists of building tools and indicators based on the modeling of areas prone to flooding and erosion caused by extreme wave storms. The results obtained will include the mapping of current and future scenarios specifying areas of vulnerability with particular attention to population, activities and infrastructures. Finally, the project stakeholders wish to raise awareness among the actors, such as decision makers, managers, local actors, associations, etc., towards a multi-risks vision to answer the various stakes of coastal areas and co-build the coast and cities of tomorrow. The approach is based on coupling and analyzing data from various sources. In situ data using GPS and video cameras to obtain topobathymetric data, modeled data for wave and tide information, satellite data to get sea level rise, digital elevation models, coastal slope, coastline evolution, etc., and socio-economic data obtained from population surveys. These observations, measurements and simulations will be carried out for 3 study areas in the Saint-Louis coastal zone, the New Mouth, the coastal spit and the lower estuary. As the Saint-Louis coastal area is considered representative of hazards and risks in West Africa, the approach and the development offered by the project could be transposed to other coasts of this region, or even other developing countries which face the same challenges.
Alors ce projet était un projet labellisé par l'Observatoire du climat du Programme des Nations Unies et du Programme spatial qui regroupe plus d'une 50aine d'agences spatiales à travers le monde, notamment supportées par le CNES et l'ESA. Et l'idée ici est de mettre en place des méthodologies de surveillance et donc de surveillance des multirisques climatiques dans les pays du Sud à travers les données du spatial. Maintenant, deuxième et dernier exemple très rapide, nous avons donc aborder une autre application de la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, appliquée ici à un programme en lien avec l'International Finance Corporation, qui est la filiale du secteur privé de la Banque mondiale. Ici, l'objectif était d'évaluer sur un territoire pilote, qui est l'île de la Dominique, qui a été impacté par des différents ouragans qui se sont démultipliés dans la zone caribéenne et qui ont eu des impacts, notamment près de 30% du PIB a été endommagé. Et ces 30% du PIB ont été endommagés liées notamment à la fragilité des infrastructures. Donc l'idée ici était de voir comment est-ce qu'une île, qui est un espace donc fermé, on pouvait avoir une approche dite systémique et de voir comment est-ce que des infrastructures, quand elles étaient endommagées, avaient des effets collatéraux et des effets dominos, mais surtout comment croiser les risques d'inondation, les risques de sécheresse, parce qu'il y a assez contre-intuitif, mais la Caraïbe connaît des phénomènes de sécheresse extrêmes. On voit en ce moment en Guadeloupe, il y a des problèmes de pénurie d'eau, et plus des phénomènes de glissement de terrain sur lesquels on est venu stresser le risque sismique inhérent au contexte géologique des archipels des Caraïbes, et de voir derrière quels étaient les impacts sur les bâtiments, sur les routes, sur les infrastructures de télécommunications, sur l'accès à l'eau, sur l'activité agricole également, et à partir de là, de déterminer quelles étaient les priorités d'action à mener en termes d'investissement, en lien avec notamment la politique d'objectifs de développement durable, parce que l'île de la Dominique, à titre d'exemple, a signé comme au sein de sa constitution, voulant être le premier pays résilient au monde en accord étroit avec les accords de Paris. Donc ici, l'idée était de mettre en corrélation les actions d'adaptation et de voir dans quelle mesure les actions d'adaptation ne venaient pas dégrader les actions d'atténuation. Donc les deux actions devaient être corrélées. Et s'il y avait un écart, l'action d'adaptation était mise de côté, en tout cas n'était plus prioritaire. Et à partir de là, cela permettait de financiariser et d'estimer les coûts des dommages et des pertes et dommages, mais également le coût de la non-action pour établir des fléchages d'investissement à ouvrir pour des futurs programmes, notamment de partenariat public-privé, pour venir concevoir, construire, réexploiter, réaménager des actions d'adaptation dans le secteur de l'agriculture, la gestion de la ressource en eau, l'accès à l'eau potable, le traitement des eaux, l'habitation, etc. Voilà. J'en ai fini, donc là c'est juste pour vous illustrer un peu les chiffres. L'outil que nous avons développé a pu permettre en termes d'estimation et validé par la Banque mondiale à travers l'IFC le coût estimé de la non-action et comment est-ce que des outils de ce type pouvaient avoir un impact sérieux et tangible dans les politiques publiques en termes d'adaptation, notamment dans les États insulaires, et ce projet a été notamment répliqué dans l'île des Bahamas. Voilà, donc merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste encore un petit peu moins de 5 minutes pour d'éventuelles questions. Toujours compliqué de se lancer sur la première. Je ne sais pas si vous en avez pour Patrick ou pour Karim. Moi, j'ai noté que les présentations, elles se faisaient bien écho, en particulier sur la question de l'évolution des métiers. Enfin, on voit bien que des solutions qui sont développées comme celle de Résilience vont permettre aux actuaires de demain de peut-être prendre des bonnes décisions. Moi, j'avais une question pour vous, Patrick. Quand vous expliquez que les enjeux financiers passent de 70 milliards à 150 milliards, c'est à quelle échelle, quelle temporalité? C'est France 2050 et c'est évalué d'une façon très prudente par France Assureur. Honnêtement, il y a des sujets qui pourraient avoir des effets cliquets d'ici là. Et la question, c'était, aussi ce que vous avez souligné, c'est qu'on passait maintenant d'un risque inondation qui était prépondérant à peut-être un risque sécheresse. Les 11 millions de maisons individuelles, ça va juste tout changer. Et il vaut mieux habiter. Et c'est en plus dans des zones qui étaient plutôt épargnées jusqu'à présent. On connaissait les événements Cévenol dans la partie sud. On connaissait un petit peu le trait de côte. Là, maintenant, des poches d'argile, il y en a un peu partout en France. On connaissait les inondations. Vous avez vu ce qui s'est passé de façon dramatique en Nord-Pas-de-Calais. L'argile, c'est de la géologie, elle est un peu partout. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du foyer qui se retrouve à la rue, quoi.
Il vaut mieux habiter en France que si c'était des amis belges ou allemands, ils auraient les yeux pour pleurer, aucune indemnisation. Il y a une question qui se pose là-haut. Bonjour, Florent Cornet. J'avais une question concernant la prise en compte des solutions d'adaptation dans les modèles assurantiels actuellement. Comment accompagner les entreprises ou les utilisateurs à mettre en place les bonnes solutions d'adaptation pour devenir plus résilients et en même temps que ça soit considéré dans le pricing notamment des assurances? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà, étant donné que les solutions d'adaptation sont très au cas par cas quand même et très spécifiques en fonction des projets? Comment prendre ça en compte et comment s'assurer que c'est les meilleures solutions à mettre en place et que c'est pertinent aussi bien d'un point de vue résilience que d'un point de vue assurance? Question pertinente. Effectivement, de plus en plus, c'est du risk manager qui va être la fonction principale. Donc, jusqu'à présent, on avait éventuellement PME, ETI, un responsable financier. Et en face, nous, des personnes qui étaient très techniques. Il va falloir toute la pédagogie au milieu de façon à décrypter un petit peu ce nouveau vocabulaire. Là, vous parlez du prix, mais je veux même être allé en amont. L'acceptation du risque. Nous, honnêtement, on est dans un monde de concurrence. On veut ne pas laisser un territoire, de toute façon, on serait interdit par le législateur sans solution, mais au niveau d'une entreprise, si honnêtement on considère qu'elle n'a absolument pas pris en compte les données scientifiques, si elle n'a pas la culture, si elle n'a pas de projection, on ne va juste pas accepter son risque. Donc ce n'est pas une question de prix, c'est dire oui ou non, ou sous réserve ensuite. Après, il y a l'acceptation et on essaye de faire le maximum de choses dès le portefeuille et non pas attendre le gré à gré de façon à modifier un petit peu le montant du règlement ou de la franchise. Donc c'est dès le départ qu'on essaye d'avoir des clauses sur lesquelles, effectivement, la notion d'adaptation peut jouer, sur la bienveillance de l'acceptation, un peu le tarif. C'est plus de la surprime qui sera minorée là-dessus, puisque honnêtement, la sous-prime sur une courbe en exponentielle, pour savoir à quel niveau on se positionne, c'est pas facile. Mais je vous dis, c'est à la fois du oui-non dès le départ et beaucoup de pédagogie intermédiaire. Et comme on est sur du renouvellement annuel, on peut toujours, là aussi, avoir un certain lissage. Je vais peut-être compléter la question, mais en sortant peut-être des pays développés et de la France, je vais revenir à la GABC dont j'ai mentionné tout à l'heure l'institution et le programme. Il y a un engagement qui a été lancé sur réfléchir à des nouveaux mécanismes d'assurance pour couvrir les risques et les dommages, et notamment les pertes et dommages, les fameux loss and damage. Quelque chose d'important, c'est qu'il y a des programmes pilotes. Je prends l'exemple du Maroc qui a lancé un programme cofinancé par la Banque mondiale avec des investissements qui sont abondés par la puissance publique dans ce qu'on appelle des programmes de solidarité. À savoir, si on regarde le continent africain, je crois que 98% des environnements bâtis ne sont pas couverts par des assurances. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait, au risque d'avoir des désordres sociaux et politiques. Donc c'est des sujets qui ont été pris à bras-le-corps par des institutions financières. Et là, l'idée est de voir, finalement, comment est-ce que l'on peut couvrir un certain nombre de risques, à la fois sur des actifs existants, et notamment sur le secteur informel, parce que beaucoup d'habitations et d'infrastructures sont issues du secteur informel. Donc on ne peut pas les ignorer, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la question de l'assurance se pose de manière extrêmement complexe, et pas uniquement avec les paramètres et la lecture, je dirais, française, avec un cadre extrêmement bien, je dirais, mis en place, et depuis plusieurs années, avec aussi un retour d'expérience extrêmement puissant. Et si on fait aussi, on fait un autre décalage et qu'on va du côté des États-Unis, il y a quand même des assureurs qui partent d'un certain nombre de géographies. Je pense notamment à la Floride et à la Californie, où il y a un désengagement d'un certain nombre d'assurances parce que derrière, les garanties en termes d'actions d'adaptation ou de solutions proposées ne leur garantissent pas un retour sur investissement ou en tout cas un risque réduit quant au risque qu'eux perçoivent. Donc là aussi, il y a des impensés et aujourd'hui, il y a un ensemble d'acteurs qui réfléchissent à trouver des nouveaux mécanismes d'assurance. Voilà. En tout cas, dans le secteur de la construction. Magali Merlin, je travaille chez Action Logement Service, qui est la société de financement du groupe Action Logement. Donc j'ai une question pour Patrick, une question pour Karim. Merci beaucoup pour ces présentations qui sont en effet complémentaires. Pour Patrick, vous aviez mentionné dans les garanties, notamment la garantie décennale, un œil bienveillant sur l'intégration ou la prise en compte des matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi. Donc, est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir justement un œil bienveillant en matière de coûts pour l'assurer éventuellement ou de prise en compte au niveau de votre intervention?
Bien sûr. Donc, pour donner des cas concrets, c'est éviter du ciment et faire, par exemple, des briques de terre crue, c'est faire du chanvre, c'est faire du bois compressé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu une silent guarantee dans le jargon corporatiste, c'est-à-dire que personne n'en parle. Mais ensuite, peut-être qu'un assureur pourrait l'accepter à condition qu'il y ait un tiers certificateur et que la personne en face, notamment sur l'installation, nous permette suffisamment professionnel. Or, si quelqu'un le met noir sur blanc dans une clause, qui est donc dès la souscription, la condition générale, vous savez que c'est souvent très adapté après avec des conventions spéciales, si on l'officialise, ça veut dire que oui, on l'accepte. Et ce n'est pas du cas par cas, c'est par défaut. La décennale accepte les matériaux de réemploi. Et pourtant, il y a besoin de filières. Je vous donne un exemple très concret. Les pièces de réemploi, ça fonctionne très bien au niveau de l'automobile, par exemple. On va arriver bientôt à 25% quand on veut changer un rétroviseur qui soit d'une couleur très légèrement différente. Sur une Clio de plus de 5 ans, il n'y a pas de sujet. Mais dans le bâtiment, pourtant, il y a énormément de choses. Un faux plafond, voilà, il pourrait être adapté d'un lieu à un autre. Mais on a vu par exemple des appliques électriques qui étaient posées au sol, dans des flaques d'eau sur lesquelles il y a des risques d'incendie en sériel. Donc effectivement, il y a besoin de professionnaliser la filière et pourquoi pas rentrer au capital de celle-ci de façon à ce qu'on soit vraiment garant que les matériaux qu'on va accepter soient faits dans des bonnes conditions. Et donc la question pour Karim, alors déjà merci beaucoup de parler des Outre-mer. C'est un sujet qu'on aborde assez peu sur des questions d'adaptation parce que ce sont des territoires qui sont particulièrement concernés, qui ont vécu depuis un certain nombre de décennies des choses qui arrivent aujourd'hui sur le territoire continental. Et donc je voulais savoir, dans un monde où, dans un moment où on parle beaucoup de l'ingénierie des territoires qui est de plus en plus compliquée ou en tout cas difficile à trouver, quelle appropriation des services des collectivités ou des institutions locales de cet outil qui est assez technique et dans ce qu'il apporte dans la mise en œuvre de leur politique publique et l'évolution des politiques publiques sur ces sujets. Et ce sera la dernière question, si on pouvait apporter une réponse courte, ça serait parfait. Alors, je vais donner deux réponses. Que territoire d'outre-mer, pour la France, il y a effectivement des initiatives qui sont lancées. Je vais donner l'exemple d'une plateforme qui a été lancée, qui s'appelle Infraclimat, qui a été lancée par la FNTP, en collaboration entre justement AXA, Climate et Résilience. On a lancé une plateforme qui est à destination des élus, et notamment à destination des territoires d'outre-mer, qui a pour objectif de screener très rapidement les risques climatiques sur les infrastructures et d'établir le niveau et la typologie d'infrastructures à prioriser en termes d'action d'adaptation et les solutions, je dirais, sur une lecture assez primaire dans un premier temps, avant d'investiguer de manière un peu plus approfondie. Le deuxième exemple, c'est celui en dehors des territoires d'outre-mer français. Je parlais tout à l'heure de l'IFC. Il y a un programme mondial qui s'appelle Small State Island, donc pour les petits États insulaires. Et là, la Banque mondiale, à travers des partenariats publics-privés, tend à développer des plateformes de sensibilisation, de connaissance du risque climatique, qui sont des plateformes pour lesquelles l'ensemble des acteurs pourraient venir et doivent venir agréger leurs propres technologies ou solutions pour avoir, je dirais, des outils de dialogue et de concertation pour co-planifier des actions d'adaptation. Voilà ce qui est en cours aujourd'hui dans le territoire des Caraïbes. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.